Il est passé cette nuit-là, personne ne l'a vu entrer. Et quand il a disparu, il a emporté plus qu'un passager. C'était un soir comme les autres. Le ciel était clair, sans un bruit. Dans le village de Saint-Aurel, à quelques kilomètres de l'île, la plupart des maisons étaient déjà plongées dans l'obscurité. Les rues pavées reflétaient la lumière blafarde des quelques lampadaires qui fonctionnaient encore. Un chat traversait la place principale en silence, s'arrêtant parfois pour regarder dans le vide, comme s'il percevait quelque chose d'invisible. Dans ce décor tranquille, rien ne laissait présager l'horreur qui allait suivre. Les habitants de Saint-Aurel menaient leur vie simple, rythmée par les saisons et les habitudes. Ils travaillaient, riaient, se plaignaient du temps, organisaient leur week-end. Une existence ordinaire dans un coin de la France. Mais dans la vieille gare abandonnée, où plus aucun train ne passe depuis plus de 30 ans, quelqu'un dit avoir entendu un coup de sifflet. Un seul, long, lourd et inattendu. Le son avait traversé l'air nocturne comme une lame, réveillant quelques chiens qui s'étaient mis à gémir sans raison apparente. 1 heure plus tard, un homme manquait à l'appel. Il s'appelait Joël Ramin, 42 ans. Ouvrier à l'usine textile de Roubaix, père de 2 enfants qui l'attendaient pour le dîner. Un homme sans histoire, sans ennemi, sans secret particulier. Il était sorti la nuit pour acheter du pain à la boulangerie du village. Un trajet qu'il faisait 3 fois par semaine depuis 15 ans. 15 minutes à vélo, pas plus. Il n'est jamais rentré. Son vélo a été retrouvé posé contre le mur de la gare, sa sacoche encore accrochée à l'arrière. Le pain était là, dans un sac en papier Kraft, intact. Aucune trace de lutte, aucun témoin, aucune explication logique. Ce n'était pas un cas isolé, et ce n'était pas la première fois. Les policiers ont d'abord pensé à un accident, puis à une fugue, puis à un enlèvement. Mais aucune piste ne menait nulle part. Joël Ramin s'était volatilisé entre la boulangerie et sa maison, sur un trajet de 15 minutes que tout le village connaissait par cœur. Sa femme, Christine, a passé des nuits entières à arpenter les rues, appelant son nom jusqu'à en avoir la voix cassée. Ses enfants, Lucas et Emma, ont affiché sa photo dans tous les commerces du coin. Les voisins ont organisé des battues dans les champs alentours. Rien. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette disparition s'inscrivait dans un schéma plus large, plus terrifiant. Voici l'histoire du voyageur fantôme de l'île. Depuis 1997, la même scène semble se répéter. Toujours le même jour, toujours la même heure, et toujours au même endroit. Une gare abandonnée, celle de Saint-Aurel, officiellement fermée depuis 1974, quand la SNCF a décidé de supprimer cette petite ligne locale jugée non rentable. Plus de trains, plus de voyageurs, plus de trafic. Rien qu'un vieux bâtiment de briques rouges, oublié par la ville, dévoré par le lierre et les rumeurs. Les fenêtres ont été murées en 1980. Les rails, arrachés en 1985. Le quai, envahi par les herbes folles et les ronces. Officiellement, cet endroit n'existe plus. Il ne figure même plus sur les cartes récentes. Juste une tache verte sur les plans d'urbanisme, classée terrain vague. Et pourtant, chaque nuit du 13 octobre, des gens disent entendre un bruit sourd qui résonne comme le véritable grondement d'une locomotive. Le frottement du fer contre le fer, le chuintement de la vapeur, le cri d'un sifflet étouffé dans la nuit. Des sons d'un autre temps qui n'ont plus lieu d'être dans ce monde de TGV et de transport électrique. Mais voilà, aucune caméra n'enregistre le passage. Aucun agent ferroviaire ne le déclare. Et aucun rail n'est posé à cet endroit depuis près de 40 ans. Le plus troublant, c'est que chaque année, un habitant du coin disparaît le même soir. Sans mots, sans explication, sans trace. Des hommes, des femmes, parfois même des adolescents, toujours effacés du quotidien comme si la nuit les avait avalés d'un coup. Certains laissent derrière eux une montre arrêtée, un sac à main ouvert, un téléphone encore allumé, un vélo abandonné. Toujours des objets intacts, comme si leur propriétaire avait simplement cessé d'exister au milieu d'un geste banal. Il ne s'agit pas d'un simple mythe. Il y a trop de coïncidences, trop de familles endeuillées, trop de traces floues laissées dans un lieu censé être mort. Un homme seul s'est mis à les répertorier. Un ancien facteur du quartier de Saint-Aurel, Marcel Dubois.
qui avait remarqué que certaines adresses de sa tournée se vidaient mystérieusement, toujours à la même époque. Au début, il pensait que les gens déménageaient, puis il a compris qu'ils ne déménageaient pas, ils disparaissaient. Marcel a commencé à tenir un registre. Avec une rigueur qui frisait l'obsession, il a fouillé les archives, consulté les registres d'état civil, interrogé des proches. Parfois même, il prenait le bus jusqu'à un ancien domicile, rien que pour voir s'il y avait encore une boîte aux lettres au nom du disparu. 14 noms, 14 vies envolées. Tous entre octobre 1997 et octobre 2023. Toujours entre le 10 et le 15 du mois. Toujours dans un rayon de 15 km autour de la gare. Ce n'est pas un complot, ce n'est pas un roman. C'est un simple constat, glacial, inexplicable. Un fantôme sans rail, toujours à la même heure précise, toujours une disparition. Et ce tous les ans, depuis 1997. Ce n'était plus une histoire, mais plutôt un schéma. Tout a commencé par Mireille Andro, un jeudi ordinaire d'octobre 1997, où les gens rentraient du travail, la tête encore dans leurs soucis quotidiens. L'automne était précoce cette année-là, les feuilles jaunissaient déjà sur les platanes de la rue principale. Mireille venait de finir sa journée à la pharmacie du centre-ville de Lille, à 42 ans. Elle était pharmacienne adjointe depuis une quinzaine d'années. Une femme méthodique, ponctuelle, qui ne prenait jamais de risques inutiles. Elle avait salué ses collègues, comme tous les soirs, glissé son écharpe bordeaux autour du cou et pris le même trottoir que d'habitude pour rejoindre l'arrêt de bus. Rien ne prédisait ce qui allait suivre. Le trajet entre la pharmacie et l'arrêt de bus durait exactement 7 minutes. Mireille connaissait chaque devanture, chaque passage clouté, chaque fissure du trottoir. Elle saluait toujours Madame Lefort, la fleuriste, qui fermait sa boutique à la même heure. Elle jetait un œil distrait aux vitrines de la boulangerie Moreau, se demandant ce qu'elle allait préparer pour le dîner. Ce soir-là, elle avait décidé de faire un détour par la poste pour envoyer une lettre à sa sœur qui vivait à Lyon. Rien d'urgent, juste des nouvelles familiales et quelques photos de son fils Thomas qui venait de commencer sa première année d'université. C'est en chemin vers la poste que sa sœur l'a appelé. Le téléphone a sonné dans son sac à main. Un Nokia 3310, l'un des premiers modèles grand public. Mireille a décroché en souriant, heureuse d'entendre la voix de Sylvie. « Mireille, tu vas bien ?»« Oui, très bien. Je suis en ville, je rentre juste du travail. »« Et toi ?» répondit Mireille. La conversation a continué normalement pendant quelques minutes. Elles parlaient de leurs enfants, de la météo, du nouveau mari de leur cousine, des banalités rassurantes qui tissent les liens familiaux. Puis quelque chose a changé dans la voix de Mireille. « Tu entends ?» avait-elle dit soudain. « J'entends quoi ?»« Ce sifflement. Il y a un truc bizarre ici. Tu entends ce bruit ?» Sylvie n'entendait rien d'anormal. Juste la circulation habituelle de Lille en fin de journée. Quelques klaxons au loin, le brouhaha de la ville qui se prépare à rentrer chez elle. « Mireille, de quoi tu parles ?» demanda Sylvie. « Quel sifflement ?»« Je ne sais pas ce que c'est, mais il se rapproche. »« Attends, c'est bizarre. Je suis devant la vieille gare de Saint-Aurel. Comment je suis arrivé ici ?»« Je ne me souviens pas d'avoir pris cette route, » répondit Mireille. Sylvie a senti une inquiétude sourde remonter dans sa poitrine. Saint-Aurel était à l'opposé du chemin habituel de sa sœur. Il n'y avait aucune raison qu'elle se retrouve là-bas. « Mireille, qu'est-ce que tu fais à Saint-Aurel ? La poste est dans l'autre direction. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui... Attends, tu entends maintenant ? Ce bruit métallique, répond Mireille. Dans le téléphone, Sylvie a effectivement perçu quelque chose. Un son lointain, grave, prolongé, comme un train qui freine au loin. Il arrive, a murmuré Mireille. Enfin, je crois. C'est flou, mais... Mon Dieu, Sylvie, il y a vraiment un train, il arrive vers la gare. Mais c'est impossible, cette ligne est fermée depuis. Puis un grésillement a coupé la communication. Et plus rien. Sylvie a rappelé immédiatement. 1 fois, 2 fois, 5 fois. À chaque tentative, la ligne tombait directement sur la messagerie. Elle a pensé à une panne de batterie ou à un problème de réseau. Mais un pressentiment glacé s'installait en elle. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Elle a appelé la pharmacie où travaillait Mireille.
Personne n'avait remarqué quelque chose d'anormal. Elle avait quitté son poste à l'heure habituelle, avait dit au revoir à tout le monde, avait même plaisanté avec le pharmacien titulaire sur la météo. Elle a contacté Thomas, le fils de Mireille. Il était dans sa résidence universitaire à Amiens, plongé dans ses révisions de droit constitutionnel. Il n'avait pas eu de nouvelles de sa mère depuis le matin, mais ce n'était pas inhabituel. Elle a appelé plusieurs voisins de Mireille. Personne ne l'avait vue rentrer. À l'aube, Sylvie a pris sa voiture et a roulé pendant 4 heures jusqu'à Saint-Aurel. Ce qu'elle a trouvé là, l'a glacé d'effroi. Le téléphone de Mireille était posé au sol, écran brisé, juste devant la grille rouillée de l'ancienne gare. Une gare fermée depuis 1974, dont les fenêtres avaient été murées et les rails arrachés depuis des décennies. À côté du téléphone, le sac à main de Mireille gisait ouvert dans l'herbe humide. Rien ne manquait, ses clés étaient là, ainsi que son portefeuille contenant 340 francs en liquide et toutes ses cartes, son badge de travail, sa carte vitale, même le tube de rouge à lèvres qu'elle gardait toujours au fond du sac. Mais Mireille, elle, avait disparu, sans trace, sans témoin, comme si le sifflement l'avait happée entre 2 battements de cœur. Mireille s'était littéralement évaporée entre 2 rues. Les policiers ont ouvert une enquête. Ils ont interrogé tous les habitants du village, vérifié les caméras de surveillance de l'île, contacté les hôpitaux de la région. Ils ont dragué l'étang communal, fouillé les bois environnants, épluché les relevés téléphoniques. Aucune piste, aucun indice, aucune explication rationnelle. Ce que dira la police? Que Mireille est partie volontairement, sous le coup du stress, de la fatigue ou d'une crise de la quarantaine. Les raisons faciles, les explications pratiques qui permettent de classer les dossiers. Pourtant, ceux qui connaissaient Mireille savaient. Ce n'était pas son genre. Elle n'aurait jamais laissé Thomas comme ça, à peine entré à l'université, sans même un mot d'explication. Sur le téléphone retrouvé, les enquêteurs ont découvert que le dernier appel passé était bien celui de Sylvie. Dans les fragments audio récupérés de cet appel coupé, on entendait distinctement Mireille dire, juste avant la coupure, « Il est là, comme dans mon rêve ». Sa voix n'était pas inquiète, pas effrayée, presque soulagée, comme si elle reconnaissait quelque chose, comme si elle savait qu'elle allait enfin voir ce qu'elle avait toujours pressenti. Cette phrase allait devenir le point de départ de toutes les théories. Pour la famille, pour les curieux, pour certains journalistes, mais pas pour la police. Eux ont classé l'affaire en quelques mois. Disparition volontaire, aucune preuve du contraire. Ce qu'on apprendrait plus tard, bien plus tard, c'est qu'un autre habitant de Saint-Aurel avait lui aussi rêvé du même train, la même nuit. Un vieil homme, ancien cheminot à la retraite, qui vivait seul dans un pavillon près de l'église. Il n'en avait parlé qu'une seule fois, à sa petite fille, juste avant de mourir d'un cancer du poumon en 2005. Il lui avait dit « Ce train-là, petite, il revient toujours quand on l'attend le moins, et ceux qui montent dedans, ils ne redescendent jamais au même endroit. » Pendant près de 10 ans après la disparition de Mireille, rien ne s'est passé. Enfin, officiellement. Chaque année, au mois d'octobre, les habitants de Saint-Aurel entendaient parfois des bruits étranges du côté de l'ancienne gare, mais personne n'osait s'en approcher. C'était devenu un accord tacite dans le village. On évitait ce coin-là pendant les nuits d'automne. Puis, il y a eu Simon. Simon Mercier avait 17 ans en octobre 2006. Un adolescent comme les autres, ni particulièrement à problème, ni passionné par le surnaturel. Il était en terminale au lycée de Lille, redoublant sa classe de philo, après une année difficile où il avait enchaîné les conneries typiques de l'âge. Séchage de cours, soirées trop arrosées, disputes avec ses parents. Ce soir-là, le 13 octobre 2006, il rentrait d'une fête organisée chez Kevin, un copain de classe qui habitait le quartier voisin. La soirée avait duré plus longtemps que prévu. Entre les discussions sur l'avenir, les tentatives de drague et les verres de bière qui s'enchaînaient, minuit avait sonné sans qu'il s'en aperçoive. Le problème, c'est qu'il avait raté le dernier bus. Ses parents, exaspérés par ses retards répétés, avaient refusé de venir le chercher. « Tu te débrouilles », avait dit sa mère au téléphone. Peut-être que ça t'apprendra à respecter les horaires. Simon avait décidé de rentrer à pied. 15 kilomètres, ce n'était pas la mort.
Il avait déjà fait ce trajet plusieurs fois après des soirées. En coupant par la vieille voie ferrée, celle qui traversait les bois jusqu'à son quartier, il pouvait réduire la distance de moitié. Cette voie, tout le monde la connaissait dans le coin, envahie par les herbes, parsemée de détritus et de tags, mais praticable. Il n'y avait même plus de rails depuis l'arrachage de 1985. Juste des pierres, des ronces et les vestiges rouillés de ce qui fut un réseau ferroviaire local. Ce chemin, Simon l'avait pris 100 fois. Il le connaissait par cœur. C'était calme, un peu inquiétant à cause de l'obscurité, mais il ne savait pas qu'il devient dangereux à certaines dates de l'année. Simon dira plus tard qu'il ne sait pas exactement quand le silence a commencé. Au début, il marchait normalement, sifflotant une chanson qu'il avait entendue à la soirée. Il entendait ses pas sur les graviers, le bruit lointain de la circulation sur la départementale, l'ululement occasionnel d'une chouette dans les arbres. Puis, progressivement, tous ces sons se sont éteints. Il n'y avait plus de vent, plus un insecte, plus rien. Même ses pas semblaient étouffés, comme s'il marchait sur du coton. Il avançait, mais avait l'étrange impression que quelque chose avançait aussi autour de lui. Pas derrière, pas devant, autour. Une présence diffuse, mais sans poids. Une sensation, mais sans origine. Et puis, il y a eu cette lumière. Pas une lumière naturelle, pas celle d'un téléphone ou d'une torche. C'était une lueur diffuse, bleue, presque froide, qui semblait flotter sans source apparente. Elle venait de la direction de la vieille gare de Saint-Aurel. Pourtant, ce bâtiment était censé être vide, muré, détruit de l'intérieur. Simon s'est arrêté. Il a regardé sa montre, 23h47. Dans 13 minutes, ce serait le 14 octobre. Une date qui ne signifiait rien pour lui à l'époque. La lumière pulsait doucement, comme un cœur qui bat. Elle devenait plus intense, puis s'affaiblissait, puis revenait. Hypnotisant, Simon s'est approché, lentement. Il dira plus tard que ses jambes ne voulaient pas, mais que quelque chose l'y poussait. Comme si son corps savait qu'il n'aurait qu'une seule chance de voir ce qu'il allait voir. Il a contourné les grilles rouillées, enjambé un tas de pierres qui obstruaient l'ancien passage, et là, il l'a vu. Le train, immobile, entier, comme neuf, aucun son, aucun mouvement. Juste ce train, stationné au beau milieu de nulle part, sur une voie qui n'existait plus depuis des années. Ce n'était pas un train moderne, pas un TER ou un Intercité. C'était un modèle ancien, probablement des années 1930 ou 1940. Locomotive à vapeur, wagon de voyageurs peints en noir et vert sombre, cuivre lustré qui reflétait la lumière mystérieuse. Tout semblait parfaitement entretenu, comme s'il venait de sortir d'un atelier de restauration. Sur le quai, un quai qui avait pourtant été détruit en 1980, se tenait une silhouette. Quelqu'un. Immobile, lui aussi. Un homme en uniforme de cheminot. Casquette vissée sur la tête, veste boutonnée jusqu'au col, debout comme un soldat au garde-à-vous. Mais il n'avait pas de visage. Enfin, pas exactement. Il y avait bien quelque chose à la place du visage, mais Simon n'arrivait pas à le distinguer. C'était flou, mouvant, comme si ses traits se déformaient constamment, ou comme si son cerveau refusait d'enregistrer ce qu'il voyait. Simon est resté figé. Il ne respirait plus. Il dit avoir senti ses genoux trembler, mais son cœur, étrangement, était calme. Pas de panique. Pas d'affolement, juste une attente silencieuse, presque solennelle. Puis la porte du wagon de tête s'est ouverte lentement. Pas de grincement métallique, pas de choc hydraulique. Une porte qui glisse en silence, comme si elle l'attendait depuis des années. La lumière à l'intérieur était différente de celle qui flottait autour de la gare, chaleureuse, dorée, presque accueillante. Une odeur s'est dégagée du wagon, celle du bois ancien et du métal chauffé, du cuir patiné et de l'huile de machine. Des parfums d'un autre temps, d'une époque où les trains étaient des palais roulants et non des boîtes de conserve pressurisées. Simon a fait un pas vers la porte ouverte, puis un autre. Il était comme aimanté, incapable de résister à l'appel silencieux du train fantôme. C'est tout ce dont il se souvient. Le lendemain matin, vers 6h30, Simon a été retrouvé par Gérard Monet, un ouvrier municipal qui nettoyait les abords de l'ancienne gare dans le cadre de son circuit hebdomadaire. Il était étendu en travers de l'ancienne voie ferrée, inconscient,
les bras en croix, comme s'il était tombé du ciel. Il était pieds nus. Ses chaussures, une paire de Converse qu'il portait depuis le début de la soirée, avaient disparu. Mais le plus troublant, ce n'était pas l'absence des chaussures. C'était l'état de ses pieds. Les plantes étaient couvertes de brûlures. Pas des brûlures chimiques ou dues à un frottement, des brûlures de contact, nettes et précises, comme s'il avait marché sur du métal chauffé à blanc. Les médecins de l'hôpital de Lille diraient plus tard qu'ils n'avaient jamais vu de blessures similaires. Simon a mis 3 jours à se réveiller complètement. Quand il a ouvert les yeux, ses parents étaient à son chevet, rongés d'inquiétude. Sa mère pleurait depuis 72 heures. Son père, un homme pourtant solide, avait les traits tirés par l'angoisse. La police est venue lui poser des questions. Les médecins aussi. Il a raconté ce qu'il avait vu, mais personne n'a rien cru. Pas une caméra de surveillance ne montrait sa présence près de la gare. Aucune trace du train fantôme. Aucun témoin. Les grilles étaient intactes, sans trace d'effraction. Le bâtiment de la gare toujours fermé à clé. Rien n'expliquait ses blessures. L'hypothèse officielle était simple. Simon avait trop bu, s'était perdu en rentrant, était tombé sur quelque chose de chaud, peut être des braises de feu de camp laissées par des marginaux et avait déliré sous l'effet de l'alcool et du choc. Mais Simon, lui, n'a plus jamais été le même. Il ne sort plus la nuit. Il ne prend plus jamais le train, refusant même de monter dans un métro ou un tramway. Il dort mal, réveillé par des cauchemars où il entend le grincement d'une porte qui s'ouvre et une voix lointaine qui l'appelle par son prénom. Ses résultats scolaires ont chuté. Il a abandonné ses études de philo, s'est inscrit dans une formation professionnelle, a déménagé chez sa grand-mère à Dunkerque pour prendre l'air marin. Mais même là-bas, il dit qu'il rêve souvent d'un sifflement dans le lointain. Il a tout consigné dans un carnet. Un petit cahier noir à spirale, avec la date gravée au stylo bille sur la couverture, 13 octobre 2006. Pendant des mois, il a écrit dedans chaque nuit, notant ses rêves, ses impressions, les détails qui lui revenaient par bribes. Il l'a montré une fois à un journaliste de La Voix du Nord qui s'intéressait aux légendes urbaines de la région. L'homme était venu l'interviewer en 2008, 2 ans après l'événement. Simon avait accepté de témoigner à condition que son nom ne soit pas mentionné. Il voulait juste que quelqu'un prenne au sérieux ce qu'il avait vécu. Le journaliste a feuilleté le carnet. Les premières pages étaient illisibles, griffonnées dans la précipitation et l'émotion. Puis l'écriture se calmait, devenait plus nette. Simon y décrivait le train en détail, le nombre de wagons, 3, la couleur exacte de la peinture noire intense, avec des lisérés vert bouteille, l'uniforme du cheminot sans visage, bleu marine avec des boutons dorés. Mais c'est la dernière page qui a marqué le journaliste. Une phrase était écrite en majuscules, soulignée 3 fois, tout en bas de la feuille. Ce n'est pas un train, c'est une décision. Le journaliste a pris des notes, a promis à Simon qu'il publierait son témoignage. L'article n'est jamais paru. Le lendemain de l'entretien, l'homme a appelé Simon pour lui dire que sa rédaction avait refusé le papier. Pas assez crédible, avait-il expliqué. Et puis, on ne veut pas créer de psychose dans la région. Depuis ce jour, personne ne sait où est passé ce carnet noir. Simon prétend l'avoir perdu lors de son déménagement. Mais certains habitants de Saint-Aurel affirment l'avoir vu des années plus tard dans les mains d'autres personnes. Toujours des gens qui s'intéressaient d'un peu trop près à l'histoire du train fantôme. Comme s'il circulait de lui-même, ce carnet. Comme s'il cherchait les bonnes personnes, celles qui étaient prêtes à entendre ce que Simon avait à dire. Ce qui dérange, dans l'histoire de Simon, ce n'est pas seulement ce qu'il a vu, c'est ce que sa vision fait naître chez ceux qui l'écoutent. Un sentiment de familiarité troublante, comme si, quelque part au fond de leur mémoire, ils avaient déjà entendu parler de ce train. Et, pour cause, l'histoire du train de Saint-Aurel ne commence pas en 1997 avec la disparition de Mireille. Elle ne commence même pas en 2006 avec le témoignage de Simon. Elle remonte bien plus loin, à une époque où les trains étaient vraiment des trains et où la mort rôdait sur les rails européens. Nous sommes en 1932. L'Europe se remet lentement de la Grande Guerre, mais les tensions montent déjà. En Allemagne, un petit homme moustachu agite les foules. En France, on commence à parler de lignes Maginot
et de défense nationale. C'est dans ce contexte que naît le projet de tunnel ferroviaire reliant Lille à Bruxelles. Ce tunnel ne devait pas exister officiellement. Il s'agissait d'un projet militaire discret, camouflé en liaison commerciale locale. L'idée était simple: créer une voie de transport rapide et sécurisée entre les deux pays, utilisable en cas de conflit pour évacuer du personnel diplomatique ou transporter du matériel sensible. La construction a duré 2 ans. 2 années de secrets, de pots de vin aux journalistes, de rapports trafiqués. Officiellement, on construisait une simple extension de la ligne Lille-Tournai. En réalité, on creusait un passage souterrain de 12 km, avec des ramifications vers des bunkers de stockage et des abris anti-aériens. Le 13 octobre 1932, jour de l'inauguration officieuse, le tunnel s'est effondré. Il était 23h47 quand la rame d'essai est entrée dans le tunnel. À son bord, 42 personnes, des ingénieurs, des officiels, des investisseurs et l'équipage ferroviaire. La locomotive était conduite par Arsène Barrel, 27 ans, l'un des meilleurs mécaniciens de la région Nord. L'effondrement n'a pas été instantané. Selon les témoins qui attendaient à la gare de Bruxelles, le train est entré normalement dans le tunnel, puis plus rien. Pas d'arrivée, pas de signal radio, pas de nouvelles. Les équipes de secours ont trouvé l'entrée du tunnel obstruée par des tonnes de terre et de béton. Il a fallu 3 semaines pour déblayer suffisamment de gravats pour accéder à l'intérieur. Ce qu'ils ont découvert les a traumatisés à vie, 40 et un corps, parfaitement conservés. Comme s'ils venaient de mourir, mais pas de locomotive, pas de wagon, et surtout, pas de conducteur. Arsène Barrel avait disparu, ni vivant, ni mort. Évaporé, les enquêteurs ont retrouvé sa casquette, posée proprement sur un tas de gravats, sa montre aussi, arrêtée à minuit pile. Mais lui, rien. Le rapport officiel a conclu à un accident de chantier. Le tunnel a été définitivement condamné. Les familles des victimes ont reçu des indemnités confortables en échange de leur silence. L'affaire a été classée, mais ce nom, Arsène Barrel, n'a jamais vraiment disparu. Et ce nom, il est réapparu bien plus tard. Dans un vieux carnet trouvé dans une brocante à Tournai, en 2019, un carnet noir, abîmé par l'humidité, écrit à la main, page après page, comme un journal de bord. Marc Ayrault, l'homme qui l'a acheté, pensait tenir un simple carnet de prière ou un vieil agenda. Il l'avait payé 3 € à une vendeuse qui ne savait pas d'où il venait. Ce n'est qu'en rentrant chez lui qu'il a compris ce qu'il avait entre les mains. À l'intérieur, tout était écrit à l'encre noire, dans une écriture cursive, ancienne, rigoureuse. Le genre d'écriture qu'on n'apprend plus, chaque page était datée. L'année revenait souvent, 1932. Et une signature, répétée presque à chaque page, A. Barrel. Les premières pages racontaient le quotidien d'un conducteur de train. Le ton était froid, technique, presque militaire. On y lisait les horaires, les destinations, les incidents de circulation. Puis, au fil des pages, quelque chose changeait. Le style devenait plus personnel, les horaires se diluaient, les lieux devenaient vagues. Et puis une phrase revenait, comme un fil rouge. Aucun arrêt programmé, aucune gare prévue, ligne non identifiée. Marc ne comprenait pas tout de suite. Il pensait d'abord à une erreur, à un trajet militaire secret de l'époque. Mais au fil des lignes, l'ambiance du journal changeait radicalement. Ce train ne transporte plus de vivants. Ce qu'il contient ne parle pas. Il traverse la brume sans jamais sortir de l'obscurité. Il y avait une page, au milieu du carnet, plus abîmée que les autres. L'encre avait bavé. Elle semblait avoir été déchirée, puis recollée à la hâte, dessus. Il n'y avait qu'un paragraphe, centré, presque comme une confession. Je ne sais plus depuis combien de temps je roule. Il fait toujours nuit ici. Il n'y a plus de gare, seulement des ombres. Parfois, je crois entendre des voix, d'abord lointaines, puis très proches, mais il n'y a personne. Je crois que le train n'a plus besoin de rails. Il roule entre deux mondes. Il n'a plus de destination. Mais il attend les volontaires. La dernière entrée était datée du 12 octobre 1932. Le texte était différent, plus rapide, plus urgent. Demain, je prends la ligne maudite. S'ils veulent me faire disparaître, qu'ils le fassent. Mais je reviendrai, même s'il faut rouler entre deux mondes. Ce tunnel qu'ils ont creusé,
Ce n'est pas seulement un passage sous terre. C'est une faille, un trou dans le tissu du monde. Et moi, je serai le gardien de cette faille. Chaque année, je reviendrai. Pour leur rappeler ce qu'ils ont fait, pour emmener ceux qui sont prêts à partir. Marc a lu cela et n'a pas dormi de la nuit. Il n'en a parlé à personne au début. Il a rangé le carnet dans un coffre. Mais quelque chose ne le lâchait pas. Il sentait que ce qu'il avait lu n'était pas de la fiction, pas un délire. Quelque chose de très ancien et de toujours vivant. Il a commencé ses recherches. Qui était Arsène Barrel? Il a fini par tomber sur un vieux registre, une liste de personnel ferroviaire datant de 1930. Barrel, Arsène, né en 1905 à Roubaix. Conducteur de locomotive rattaché à Lille, affecté en 1932 à une ligne spéciale entre la France et la Belgique. Porté disparu en octobre 1932. Jamais retrouvé. Ce carnet, personne ne sait ce qu'il est vraiment devenu. Marc prétend l'avoir perdu lors d'un déménagement. Mais d'autres témoins affirment l'avoir vu circuler. Il aurait été remis à un certain Henri Malbec, un historien local passionné de trains disparus. Henri est mort l'année suivante dans un accident de voiture sur l'autoroute Ahon. Son bureau a été vidé par sa famille. Aucune trace du carnet. Mais ce nom, Barrel, est revenu. Tagué à la craie sur les murs de la gare désaffectée de Saint-Aurel, gravé à peine visible sur une vieille barrière rouillée, comme si quelqu'un voulait qu'on se souvienne. Qu'on fasse le lien entre le tunnel de 1932 et les disparitions modernes. Alors certains ont commencé à parler de boucles, de répétitions, de dettes non réglées, d'un train qui n'aurait jamais terminé son trajet. Et qui, chaque année, revient là où tout s'est arrêté. Un conducteur qui n'a jamais pu s'arrêter. Un wagon qui n'a jamais pu se vider. Un sifflement qui cherche encore une oreille. Depuis 1932, chaque 13 octobre, à minuit pile, ce train repasse. Pas toujours visible, pas toujours sonore, mais toujours là. Il se manifeste différemment selon les années. Parfois une lumière dans la brume. Parfois un frisson dans le dos. Parfois un nom qui revient sur une liste. Une personne qui disparaît, comme un rappel, comme une règle invisible. Et personne ne sait si ce train cherche à retrouver ses passagers perdus ou s'il vient simplement pour en prendre de nouveaux. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il ne s'arrête qu'une seule fois, une nuit par an, toujours la même. Et quand il passe, tout ce qu'on peut faire, c'est ne pas répondre à l'appel. 91 ans après l'effondrement du tunnel, le train fantôme d'Arsène Barrel continuait sa course spectrale. Les disparitions s'enchaînaient avec une régularité d'horloge suisse. Marcel Dubois, l'ancien facteur devenu archiviste amateur du mystère, avait actualisé sa liste. 14 noms depuis 1997. 14 vies happées par la nuit du 13 octobre. Puis, en 2023, quelque chose a changé. Un appel est arrivé un matin gris dans les locaux fatigués de la mairie de Saint-Aurel. Il était 9h23 quand la ligne directe du secrétariat a sonné. Pas d'urgence dans la sonnerie, pas de ton alarmant. Juste un appel comme les autres dans cette petite commune où il ne se passe jamais rien. Antoine Mercier, le standardiste, un cousin éloigné du Simon qui avait vu le train en 2006, a décroché machinalement, s'attendant à une réclamation sur la collecte des ordures ou une demande de certificat d'urbanisme. Ce qu'il a entendu l'a glacé d'effroi, une voix simple, presque banale, ni homme ni femme, ni jeune ni vieille. Une voix sans âge, sans accent, sans émotion particulière. Elle a dit très distinctement « Ce soir, il revient. Mais cette fois, il s'arrêtera pour de bon. Puis, plus rien. Pas de nom, pas de coordonnées, pas de demande d'explication. Seulement cette phrase. Et un silence qui, bizarrement, pesait plus lourd que n'importe quelle menace. Antoine a essayé de rappeler. Le numéro était masqué. Il a tenté de faire parler son interlocuteur. « Allô, monsieur, madame ? Vous êtes toujours là ?» Mais la ligne était coupée. Définitivement. Antoine Mercier était un jeune homme sans histoire. 26 ans, célibataire, vivant encore chez ses parents dans un pavillon de la rue des Tilleuls. Il travaillait à la mairie depuis 3 ans, avait décroché ce poste grâce à son BTS de communication et aux relations de son oncle, adjoint au maire. Normalement, il aurait dû hausser les épaules et oublier cet appel bizarre.
Les services publics reçoivent leur lot de dérangés, de farceurs, de gens qui s'ennuient et trouvent amusant d'inquiéter les fonctionnaires. Mais quelque chose l'empêchait d'oublier. Il a noté l'appel sur un post-it jaune. 923, appel anonyme. Ce soir, il revient. Cette fois, il s'arrêtera pour de bon. Il a hésité, puis a laissé traîner le papier sur son bureau, bien en vue. Mais l'appel ne sortait pas de sa tête. Il y pensait sans raison, comme une chanson obsédante qu'on n'arrive pas à chasser. Toutes les 10 minutes, il regardait le post-it, il relisait la phrase, et à chaque fois, un frisson lui parcourait l'échine. Vers 14h30, il n'y a plus tenu. Il a prévenu le maire. Jean-Claude Dumoulin était maire de Saint-Aurel depuis 15 ans. Un homme du cru, ancien instituteur, qui connaissait tous les habitants par leur prénom et se souvenait encore de l'époque où le village comptait 2 commerces et une vraie vie communautaire. Il a lu la note d'Antoine. 1 fois, 2 fois, puis il l'a reposée sur le bureau, très lentement. Son visage s'est assombri. Dans un soupir qu'on aurait cru venir d'un autre siècle, il a murmuré « On surveillera la gare, juste au cas où ». Antoine a été surpris par cette réaction. Il s'attendait à ce que le maire hausse les épaules, classe l'affaire dans la catégorie canular et passe à autre chose. Mais non. Jean-Claude Dumoulin semblait prendre cet appel très au sérieux. « Monsieur le maire, vous pensez que… » « Écoute-moi bien, Antoine, dans ce village, on ne plaisante pas avec certaines choses, surtout pas le 13 octobre. Tu appelles la gendarmerie de Lille. Tu leur dis qu'on demande une patrouille de surveillance pour ce soir, secteur de l'ancienne gare. Mais enfin, monsieur le maire, vous ne croyez quand même pas à ces histoires de trains fantômes. » Jean-Claude Dumoulin a regardé Antoine droit dans les yeux. Dans ce regard, il y avait quelque chose que le jeune homme n'avait jamais vu. De la peur. De la vraie peur. Ce « juste au cas où » allait bouleverser toute la commune. Il faut savoir que, depuis des années, la gare de Saint-Aurel était devenue un non-lieu, officiellement inutilisable, fermé, rouillé, condamné. Les fenêtres avaient été murées en 1980. Le toit s'effondrait par endroits. Les tags recouvraient les murs de briques rouges. Mais dans les têtes, elles restaient là. Comme une brûlure cicatrisée trop vite, des gamins venaient y traîner le week-end, défiant l'interdiction municipale. Des amateurs de frissons y filmaient des séquences qu'ils publiaient ensuite sur TikTok ou YouTube. Des explorateurs urbains escaladaient les grilles pour faire des photos vintage qu'ils postaient sur Instagram. Mais personne n'y allait le 13 octobre. Cette date était devenue une balise invisible dans l'inconscient collectif du village. On l'évitait sans vraiment savoir pourquoi, parce que c'était plus simple. Parce que quelque chose pesait ce jour-là, dans l'air, dans le sol, dans les rails rouillés qui ne menaient plus nulle part. Les parents prévenaient leurs enfants. Le 13 octobre, on reste à la maison. Les commerçants fermaient plus tôt. Même les chiens du quartier semblaient plus nerveux cette nuit-là, gémissant sans raison et refusant de sortir pour leur promenade habituelle. Alors, ce 13 octobre 2023, pour la première fois depuis longtemps, une surveillance officielle a été organisée. Les gendarmes de Lille avaient d'abord rechigné. Ils avaient autre chose à faire que de surveiller une gare abandonnée à cause d'un appel anonyme. Mais le maire avait insisté. Il avait des relations, connaissait le bon colonel, avait su trouver les mots justes. Finalement, 2 agents de sécurité municipale ont été dépêchés sur place. Pas des gendarmes, finalement. Juste 2 hommes du coin. Marc Delattre et Gilles Rousseau, équipés d'une torche et d'une radio. Des gars sérieux, la cinquantaine, qui connaissaient le secteur comme leur poche. Ils avaient reçu des consignes simples. Surveiller, observer, ne pas intervenir sauf en cas de danger immédiat et surtout, tout noter. Tout enregistrer, tout rapporter. Marc et Gilles se sont installés dans leur fourgon vers 22h30. Ils se connaissaient depuis l'école primaire, avaient grandi ensemble dans ce village où tout le monde connaît tout le monde. Marc était le plus bavard des 2, ancien militaire reconverti dans la sécurité. Gilles, plus taciturne, avait longtemps travaillé comme ouvrier dans une usine de textile avant d'accepter ce job tranquille à la mairie. Il s'était garé face à l'ancienne gare, phares allumés, moteur tournant. Aucun des 2 ne parlait vraiment. Ils savaient pourquoi ils étaient là, mais aucun n'avait réussi à formuler clairement ce qu'ils craignaient. L'ordre était venu d'en haut, sans explication détaillée,
comme une rumeur qu'on transforme en mission officielle pour faire taire les doutes. Le genre d'ordre qu'on reçoit et qu'on exécute, même quand on ne comprend pas vraiment pourquoi. La nuit est tombée vite ce soir-là. Plus vite que d'habitude, diront certains, comme si le ciel voulait éteindre les lampes avant que quelque chose n'arrive. Vers 23h30, les dernières lueurs du crépuscule ont disparu, laissant place à une obscurité inhabituelle. Pas une étoile, pas un nuage non plus, juste un ciel noir, uniforme, comme une immense toile tendue au-dessus du village. Même la lune semblait avoir disparu, occultée par quelque chose d'invisible. Marc avait apporté un thermos de café et quelques sandwichs. Gilles feuilletait distraitement un magazine de football, jetant de temps en temps un œil vers la gare abandonnée. L'atmosphère était tendue, sans qu'il sache vraiment pourquoi. Il était 23h57 quand l'un d'eux a dit « Vous avez entendu ?» Un sifflement, long, lointain. Il ne venait pas du vent, il n'y avait pas de vent. Il avait ce son aigu, métallique, presque déchirant, qu'on n'entend plus depuis longtemps. Celui d'un train à vapeur qui freine. « Marc, tu as entendu ça ?»« Quoi ?»« Ce bruit. On dirait. »« C'est bon, Gilles, ça commence à te monter à la tête. » Mais le sifflement s'est répété. Plus fort cette fois, plus net, impossible à ignorer. Les deux hommes sont sortis du véhicule. Pas un mot. Marc a saisi sa lampe torche, Gilles son talkie-walkie, comme si ces objets suffisaient à les protéger contre ce qui allait suivre. À 00 pile, les rails abandonnés ont commencé à vibrer. Pas une secousse forte, pas un tremblement de terre, un frémissement discret, presque imperceptible sous les chaussures, comme si quelque chose d'immense approchait, très lentement, avec une précision de métronome. Puis la brume a commencé à se former, juste devant la vieille horloge figée de la gare. Une brume qui ne venait de nulle part, qui ne correspondait à aucune condition météorologique logique. Elle montait du sol, s'épaississait, prenait forme. Et dans cette brume, le bruit s'est intensifié. Un grondement lourd, régulier, venu de nulle part. Le battement sourd d'un cœur métallique qui se rapproche. Puis un faisceau lumineux est apparu dans la brume, suivi de deux autres, parfaitement alignés. Des phares, de vrais phares de locomotive, avec cette lumière jaune et tremblante des anciens systèmes à carbure. Lentement, très lentement, le train est sorti du brouillard, complet, matériel, bien réel. Marc et Gilles sont restés figés, ce qu'ils voyaient défiant toute logique, toute explication rationnelle. C'était un modèle ancien, trop ancien pour circuler encore. Une locomotive à vapeur des années 1930, suivie de 3 wagons de voyageurs. Peinture noire écaillée par endroits, numéros partiellement effacés sur le flanc de la locomotive, lampe à huile brillant doucement à l'avant. Mais tout semblait fonctionner parfaitement. Il roulait sans bruit de moteur, sans le choc caractéristique des roues sur les rails. Comme si le sol lui appartenait. Comme s'il flottait à quelques centimètres au-dessus de la terre. Le train s'est arrêté doucement, pile devant la gare. Aucun freinage, pas de crissement métallique, juste un arrêt net, calculé, silencieux, puis plus rien. Pas un mouvement, pas un bruit. Les 3 wagons immobiles dans la brume argentée. Les 2 agents de sécurité n'osaient même plus respirer. Puis, la porte du 3e wagon s'est ouverte, sans claquement hydraulique, sans grincement. Juste un déclic discret, presque poli. Une silhouette est descendue sur le quai fantôme. Un homme. Costume sombre, peut être bleu marine dans cette lumière étrange. Chapeau incliné, selon la mode d'autrefois. Il marchait lentement, avec des gestes mesurés, comme s'il n'avait pas mis les pieds sur terre depuis des décennies. Aucun des agents ne bougeait. L'homme ne les regardait pas directement. Il fixait le sol, puis la façade de la gare, puis le ciel noir. Il s'est arrêté quelques secondes, a sorti une montre à gousset de sa poche, a regardé l'heure, puis il a levé les yeux vers Marc et Gilles. Son visage était flou, pas abîmé, pas déformé, flou, comme s'il bougeait constamment, comme si l'air autour de lui vibrait. Il a souri. Ou du moins, quelque chose qui ressemblait à un sourire, puis il s'est évaporé. Littéralement, comme une brume aspirée par le vent. Plus de traces, plus d'ombre, plus rien. Juste le vide à l'endroit où il se tenait. Le train, lui, n'avait pas bougé. Les phares étaient toujours allumés, jetant leur lumière dorée sur les herbes folles du quai abandonné. Une ombre restait assise à la fenêtre du premier wagon, un enfant.
Même de loin, on voyait ses traits clairs, son visage trop calme pour son âge apparent. Il ne faisait rien, ne bougeait presque pas. Il regardait à travers la vitre, comme s'il observait un paysage que personne d'autre ne pouvait voir. Puis il a tourné la tête vers les deux hommes. Son regard était droit, perçant, comme s'il regardait au-delà des années, au-delà du temps. Et puis il a souri. Pas un sourire d'enfant, pas un sourire innocent, un sourire qu'on ne comprend pas tout de suite. Puis les lampes du train ont vacillé. En quelques secondes, les roues ont recommencé à vibrer. Une secousse douce, puis une autre, plus forte. Le train a reculé. Lentement, très lentement, comme un film qu'on passe à l'envers, avant de disparaître dans la brume comme il était venu, sans bruit, sans cri, sans fumée. Et la gare est redevenue silencieuse. La brume s'est dissipée. Le ciel s'est éclairci légèrement. Il était 03. Le talkie-walkie a grésillé. Une voix lointaine, celle du dispatching municipal, a demandé « Secteur gare, rapport. Tout va bien ?» Marc et Gilles se sont regardés. Personne n'a répondu, parce que ce qu'ils avaient vu n'était pas fait pour être rapporté. Pas vraiment. C'était le genre de choses qu'on garde pour soi, qu'on essaye d'oublier, qu'on espère ne plus jamais revoir. Mais la date était notée. Et certains commençaient déjà à préparer leur retour. Depuis cette nuit du 13 octobre 2023, plus aucune disparition n'a été signalée. Pas un appel au service d'urgence, pas un avis de recherche, pas un visage manquant dans les colonnes des journaux locaux. La gare de Saint-Aurel semblait être retombée dans un silence que beaucoup croyaient éternel. Et pourtant, ce n'était pas tout à fait le cas. Quelque chose avait changé dans l'air du village. Les habitants les plus sensibles le sentaient. Une sorte de suspension, comme si le temps lui-même hésitait. Les horloges de l'église marquaient parfois quelques secondes de retard. Les chiens refusaient toujours de passer près de l'ancienne gare. Et certaines nuits, quand le vent soufflait dans la bonne direction, on entendait encore ce sifflement lointain. Marc et Gilles, les deux agents qui avaient assisté à la vision, n'en avaient jamais officiellement parlé. Leur rapport, remis le lendemain au maire, était laconique. Race, surveillance effectuée. Aucun incident à signaler. Mais dans les bars du village, après quelques verres, ils racontaient parfois des bribes de ce qu'ils avaient vu. Jamais l'histoire complète. Juste des détails épars, troublants, qui alimentaient les rumeurs. Chaque 13 octobre, sans exception, des gens reviennent. Pas les mêmes chaque année. Parfois des curieux venus de loin, attirés par les forums internet qui parlent du train fantôme de Lille. Parfois des anciens du village, qui ont connu l'époque où la gare fonctionnait encore. Parfois des familles qui cherchent encore une trace, un signe, une explication à une disparition ancienne. Ils se tiennent là, devant ce qui reste du quai, entre les herbes folles et les rails rongés par le temps. Il n'y a plus de panneaux indicateurs, plus de bancs, plus d'éclairage. Juste cette impression que, à tout moment, quelque chose pourrait surgir du néant. Ce n'est plus de la peur. C'est autre chose. Une attente sans nom. Une sensation qui picote dans la nuque, comme un froid qui ne vient pas de l'air, mais du sol même. Une présence invisible qui observe, qui jauge, qui choisit. Parmi ceux qui reviennent régulièrement, il y a Jeanne Morteau. Son père avait disparu en 2001, elle n'était qu'une enfant à l'époque. Aujourd'hui, c'est une femme de 35 ans, mère de 2 enfants, qui vit à Lille et travaille comme infirmière à l'hôpital Urié. Elle dit qu'elle ne se souvient plus du visage de son père, mais qu'elle se souvient du bruit du train. Un son qu'elle jure entendre encore certains soirs, même en plein centre-ville de Lille, dans son appartement du 4e étage. Ça ne dure qu'une seconde, un sifflement lointain qui traverse la ville comme un fantôme, puis plus rien. D'autres racontent avoir vu une silhouette au bout du quai, toujours la même, disent-ils, immobile, comme si elle attendait. Elle n'approche jamais des visiteurs. Elle reste là, dans le flou, entre 2 lampadaires municipaux qui ne fonctionnent plus depuis 20 ans, mais qui parfois semblent clignoter faiblement. Un soir de novembre 2023, un homme venu de Paris a laissé un enregistreur numérique posé sur une borne rouillée. Il s'appelait Didier Lemoine, journaliste freelance spécialisé dans les phénomènes inexpliqués. Il était revenu le récupérer 3 heures plus tard, espérant avoir capté quelque chose d'inédit. L'enregistrement était presque entièrement vide.
Juste le bruit du vent dans les herbes, le passage lointain d'une voiture sur la départementale. Mais à 00 pile, il y avait autre chose. Un grésillement, comme des parasites radio. Et au milieu de ce grésillement, une voix à peine audible, comme un souffle. Descends maintenant. Didier a publié cet enregistrement sur son blog. Il a eu quelques milliers d'écoutes, des commentaires sceptiques, puis l'oubli. Mais depuis ce jour, il reçoit parfois des emails anonymes. Toujours le même message. La prochaine fois, n'oublie pas ta valise. Les autorités refusent d'en parler. Officiellement, la gare de Saint-Aurel n'existe plus dans les registres municipaux. Le terrain appartient à une société immobilière fantôme, une SCI domiciliée dans un bureau de poste des Caraïbes. Les projets de réhabilitation tombent toujours à l'eau, sans explication officielle. On dit que chaque tentative d'y construire quelque chose échoue. Des plans d'architectes qui disparaissent mystérieusement des bureaux d'études. Des ouvriers qui se blessent lors des premières visites. Il y a des trains qui passent sans faire de bruit, et d'autres qui laissent des traces qu'on ne voit pas. Celui-là, personne ne l'attend. Il n'est pas à l'horaire. Il ne transporte ni voyageurs ni marchandises. Mais chaque fois qu'il passe, quelqu'un disparaît. Toujours une seule personne, toujours un soir d'octobre, et toujours dans la même gare oubliée, celle de Saint-Aurel. Pendant longtemps, on a parlé d'une coïncidence, une suite de faits isolés, des gens qui partent sans prévenir, des familles brisées par le silence. Mais les dates revenaient, l'heure aussi, et puis les témoins, des bruits de frein dans la nuit, l'odeur de charbon dans l'air, une lumière derrière les vitres sales de la gare, des choses que personne ne pouvait vraiment expliquer. La première fois, c'était en 1997, Mireille Andromère d'un enfant. Après elle, il y en a eu d'autres. Une adolescente, un boulanger, un retraité, des profils sans lien, rien ne les reliait, sauf cette fichue date, le 13 octobre, chaque année, sans faute. En 2006, un garçon de 17 ans, Simon, est retrouvé inconscient non loin des voies rouillées. Il dit avoir vu un train surgir dans le noir. Pas un bruit, juste des lueurs, et un homme en uniforme qui le fixait. Pas de visage, juste un uniforme noir, et cette impression d'être appelé. Ses pieds sont brûlés, comme s'il avait marché sur du métal chauffé à blanc. En 2011, une étudiante disparaît, Héloïse L., 23 ans, passionnée par l'histoire des réseaux ferroviaires. Sur son bureau, un mot. Je vais monter. Si je redescends, je vous dirai ce qu'il y a de l'autre côté. Il y a aussi l'histoire de Viviane, une femme déjà âgée qui appelle une radio nocturne en 2020. Elle raconte d'une voix blanche qu'elle est montée dans ce train, il y a très longtemps. Elle dit ne pas se souvenir de tout, mais elle parle d'un long couloir violet, d'un silence qui n'avait pas de fond, et d'un conducteur qui connaissait ses pensées avant même qu'elle ne les formule. Plus récemment, un enfant a trouvé une boîte en fer près de la gare. À l'intérieur, une lettre, signée d'un nom qu'on retrouve sur la liste des disparus de 2002. Elle disait simplement « Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas l'enfer. C'est juste ailleurs. » Certains y voient un vortex, d'autres un projet militaire secret. Il y a même un ancien conducteur, aujourd'hui décédé, qui avait laissé un journal. Il y parle d'un train qui n'a plus de rails, plus de lignes, mais qui continue de circuler. Entre deux temps, entre deux mondes. Mais ce qui trouble le plus, c'est le vide. Un vide dans les archives. Aucun registre ferroviaire ne mentionne cette ligne. Et pourtant, les photos anciennes la montrent clairement en activité. Avec du monde. Des enfants qui courent. Des soldats qui embarquent. Un panneau défraîchi où l'on lit « Prochain arrêt, Saint-Orient ». Sauf que Saint-Orient n'a jamais existé. Nulle part. Cette année pourtant, il s'est arrêté. Pour la première fois, à minuit, la gare était censée être vide, mais 2 agents de sécurité étaient là. Ils ont vu un wagon apparaître. Ils ont entendu le souffle du frein. Un homme est descendu. Il a souri et il s'est dissipé. Mais dans le train, un enfant était assis. Il regardait droit devant lui. Il n'a pas bougé. Et le train est reparti. Depuis ce jour, plus aucune disparition. Mais chaque 13 octobre, des gens viennent. Ils écoutent, ils attendent. Certains disent entendre un sifflement dans le vent, comme un appel lointain. Mais personne ne répond plus, alors ils reviennent. Chaque année.
pour voir, pour comprendre, pour guetter ce wagon qui, dit-on, n'emmène que ceux qui ne veulent plus revenir. Il y en a même qui viennent avec une valise, juste au cas où, et quand le vent se lève, qu'il coupe net toutes les conversations, qu'il fait claquer les portières des voitures garées plus loin, certains regardent l'horizon et ils disent « Il approche ». Parce qu'à Saint-Aurel, on ne parle plus de disparition. On parle de passage. On parle de ceux qui ont choisi de partir sans se retourner. Et vous, si le train s'arrêtait vraiment devant vous, est-ce que vous monteriez? Il y a des trains qui n'arrivent jamais à destination, et d'autres qui n'ont jamais quitté leur route. Entre deux mondes, il y a parfois une gare. Et si vous entendez un sifflement, ne répondez pas. L'encre des secrets ne sèche jamais.